C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors l'actualité politique est dense en cette rentrée, dense et riche en coups de théâtre et de Trafalgar. Cette semaine, Emmanuel Macron a inventé la trahison en douceur en donnant sa démission à François Hollande, qui ressemble presque aujourd'hui à une victime christique d'un homme lâché par une légion de Judas. Mais deux questions demeurent dans le fond. Le président pourra-t-il se représenter en 2017 et Macron ne sera-t-il que l'astre brillant de la rentrée et une sorte de pétard mouillé? Question. Donc à la droite, la surprise du chef qui n'en fut pas une, l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy, qui se lance dans la bataille de loup des primaires, égal à lui-même, et là encore sans surprise sur le ton et sur la forme. Quant à Juppé, il reste en altitude dans les sondages, mais y restera-t-il? Pour analyser l'énigme que sera 2017, je vous présente nos invités sur ce plateau. Honneur aux femmes, Carole Barjon, rédactrice en chef adjointe de l'Obs. Bonsoir, Carole. Bonsoir. À vos côtés, Dominique Régnier, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Et Roland Quérol, directeur politique. Zut, dites-le vous-même. Directeur de recherche associé à Sciences Po. Voilà, ça m'avait échappé. Et directeur du CETAN. Voilà, merci d'être là sur ce plateau. Alors ce mardi, la démission surprise dans le timing d'Emmanuel Macron et déjà les aigreurs sur ce départ, notamment de la part du Premier ministre. On l'écoute et on en reparle. J'ai un principe, c'est la loyauté. La loyauté, bien sûr, à l'égard du président de la République, mais pas seulement la loyauté vis-à-vis des Français. Chacun doit être responsable. Vous savez, je commence à avoir un peu d'expérience. On ne s'improvise pas candidat à l'élection présidentielle. Alors Jean-Marie, je me tourne vers vous. Macron, traître ou audacieux? Brutus a-t-il tué César, dans le fond, qui était déjà mort? Je ne sais pas s'il a tué. En tout cas, la trahison est là. Et c'est son choix. Il choisit d'entrer en politique, parce qu'il entre en politique, par ce chemin-là, celui de la trahison. Alors, il a de glorieux prédécesseurs. On songe évidemment à Chirac versus Giscard. On songe aussi à Nicolas Sarkozy versus Chirac. Mais là, c'est pas de même nature, malgré tout, parce qu'il a été, au fond, créé par François Hollande. Et par-delà de cela, je pense que son rôle et son positionnement politique avaient du sens en complément de l'offre de François Hollande. Mais Macron tout seul risque bien de faire pâle figure, je pense. Ne serait-ce que pour une raison simple, c'est que le pays est en guerre. Nous sommes face au terrorisme et en 2017, les Français choisiront quelqu'un qui les rassure et qui assure, et non pas quelqu'un qui a pour seul bagage, qui est déjà énorme, mais qui n'a pour seul bagage que d'incarner le renouvellement. Le renouvellement face au terrorisme, ça ne suffit pas. Oui, mais le renouvellement, c'est vrai que cette critique d'Emmanuel Macron aujourd'hui, parce qu'il se fait un peu étrier partout, est-ce qu'on peut à la fois dire on a les vieux barbons de la politique depuis 30-40 ans et critiquer effectivement une forme d'audace qui donne un peu de souffle, on va dire, nouveau à cette classe politique qui se reproduit sur elle-même depuis des décennies? Non, vous avez raison, c'est un des paradoxes de la situation, c'est-à-dire que comme le système ne se régénère pas, ou si rarement, au fond, il n'y a que des chevaux légers qui peuvent tenter leur chance et de façon un petit peu non conventionnelle. Alors c'est vrai que ça ressemble à presque une sortie par effraction, ce qui serait un nouveau genre, mais c'est un peu aussi le système qui le contraint, parce que le système politique est très fermé, très fermé sur lui-même, et donc de temps en temps, comme ça, l'un de ceux qu'il a fabriqué, et c'est vrai, Jean-Marie Colombani le disait, Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, se distingue de ses prédécesseurs qui ont été cités, parce qu'il a vraiment été entièrement fabriqué par François Hollande. Il était conseiller de François Hollande. Totalement. Vraiment, c'est François Hollande qui a décidé d'en faire un conseiller et puis un ministre. Donc il y a une dimension un peu nouvelle. Mais le système est trop replié sur lui-même. Après, j'ai été frappé dans le passage que vous avez montré du Premier ministre. À l'écouter, le Premier ministre a prononcé des mots que jusqu'à présent, en ma connaissance, Emmanuel Macron n'a pas prononcé, puisque... Vous me corrigez parce que j'ai sans doute raté un moment, mais
Manuel Valls a dit on ne s'improvise pas comme ça candidat à l'élection présidentielle. Je ne savais pas, moi, qu'il était candidat. Macron, on lui prête l'intention, mais je ne crois pas qu'il... C'est évident quand même. S'il ne ferait pas tout ça, s'il ne devait pas l'être. On ne voit pas très bien le débouché. Sinon il n'ira pas. Je trouve ça étonnant. En tout cas, je trouve ça étonnant de la part du Premier ministre de faire en quelque sorte le récit à la place d'Emmanuel Macron. Avant d'entendre Carole, peut-être un mot sur le sondage qui est paru ce matin, Roland, qu'on va peut-être voir sur ces images. Donc, une partie des Français ont été sondés. Donc pour Le Figaro, par Opinionway, donc voilà. L'ensemble des Français, doit-il se présenter 38% oui, 60% non. Roland, est-ce que c'est un petit début? Est-ce que c'est un trou de souris qui commence pour Macron ou c'est définitivement un rejet? On sent déjà que Macron n'aurait aucune chance. Mais dans les chiffres, il ne faut pas regarder que la majorité. C'est quand même très important que 38% des Français disent que oui, ce serait bien qu'il se présente, dont 31% des sympathisants de gauche. C'est un socle de départ, à mon avis, tout à fait considérable. Vous savez, cette histoire de trahison, ça ne me plaît pas beaucoup. Oui. Les poulains ont tout de même le droit d'échapper un jour à leur mentor s'ils pensent qu'ils ont quelque chose à dire. Je trouve que ces mots sont tout à fait exagérés. Et Macron nous pose, dans une élection présidentielle, une question nouvelle qu'on se pose depuis longtemps, mais qui a toujours eu jusqu'à maintenant la même réponse. On dit on ne peut pas intervenir dans une présidentielle si on n'a pas le soutien d'un parti politique. Les réseaux d'élus, les soutiens financiers, les réseaux militants, tout ça est indispensable. Or, depuis longtemps, on sent bien qu'un jour, ça ne sera plus vrai. Que l'opinion publique, les sondages, les réseaux sociaux, l'argent privé, tout ça peut se substituer à des partis politiques qui sont très décriés et très affaiblis. Et donc c'est intéressant d'avoir là, en France, parce que c'est arrivé ailleurs, d'avoir en France ce cas de figure de quelqu'un qui n'est pas candidat à la présidentielle, mais met en place les conditions éventuelles d'une candidature, en commençant par écouter les Français, par préparer un programme. Il sera éventuellement ensuite candidat, et il le sera sans le soutien de départ d'un parti politique. Oui. Je trouve que c'est un cas de figure extrêmement intéressant et qui pose un grave problème aux institutions. Je trouve que c'est trop facile, cette réponse de tous les hommes politiques et de pratiquement tous les observateurs, qui est « ça n'est pas possible dans nos institutions ». Moi, je crois que c'est possible, ça finira par arriver, possible, et qui sait, peut-être à Macron. Oui, mais ce n'est peut-être pas souhaitable. Ah, c'est une autre affaire. C'est pas souhaitable parce qu'on est devant un système qui appellerait aujourd'hui, vu l'ampleur de nos problèmes, qui appellerait des solutions au-delà des partis. Et nous allons avoir une élection présidentielle, un premier tour totalement hallucinant, avec une multiplication de candidatures invraisemblables. On n'y est pas. Et donc une dispersion qui sera la clé et qui sera créatrice d'impopularité pour le nouvel élu. C'est ce qui se passe à chaque fois. À chaque fois, vous avez quelqu'un qui fait 20% ou 25% au premier tour et qui ensuite est censé rassembler la majorité. Il ne peut pas, il n'a que 20 ou 24% ou 25% d'adhésion à son programme, alors qu'on aurait besoin d'une adhésion beaucoup plus large et beaucoup plus forte. Donc on a un premier tour de conseil général, de représentation proportionnelle intégrale digne d'un conseil général, mais certainement pas d'une élection présidentielle. C'est une élection à deux tours. Au second tour, il faut faire au second tour, 50%. On ne se rassemble pas, contrairement à ce qu'on dit, on élimine. Au second tour, il faut faire 50%. Et on est dans un cas de figure dans lequel il est très probable que Marine Le Pen soit présente au second tour. Celui qui sera élu contre Marine Le Pen, il aura la responsabilité de constituer des majorités à l'Assemblée nationale qui ne seront plus simplement un groupe parlementaire majoritaire, mais qui pourront transcender les partis actuels. Carole ? Moi, je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron sera une sorte de baromètre très intéressant à suivre sur l'évolution de la société. C'est-à-dire que, oui ou non, est-ce que si sa démarche, la mayonnaise Macron prenait, ça voudrait dire quelque chose sur l'envie de rupture des Français avec le système. Et si à l'inverse, ça fait un peu pchit, comme on dit, ça voudrait dire qu'au fond, les Français préfèrent s'en remettre à des valeurs sûres, surtout par des temps troublés. Donc je pense qu'en fait, il va être une sorte de baromètre sociopolitique intéressant à suivre et qui en dira long sur la véritable appétence des Français pour un renouveau de la politique ou non.
Maintenant, moi, j'ai quand même un petit doute parce que c'est vrai que la nouvelle manière de faire de la politique, on entend ça depuis tant de temps. Ça se termine généralement exactement toujours de la même manière, c'est-à-dire par ou des ralliements dans l'adhésion à un parti ou par rien du tout. Et je trouve quand même un peu bizarre que quelqu'un, justement, qui veut incarner le renouveau, et pas seulement dans la démarche, mais aussi sur le fond. Parce que ce qui est exact, c'est que Macron, pourquoi il séduit? Il séduit aussi parce qu'il parle de choses dont les hommes politiques classiques ne parlent pas trop, ou sont un peu gênés aux entournures, notamment sur la manière qu'on aura dans le futur de travailler différemment, par exemple. Pour appuyer juste d'un mot ce que dit Carole, je veux dire, ça commence, Macron, par des déclarations de Jean-Christophe Lagarde, patron de l'UDI, parti centriste, qui dit « il nous intéresse, il peut être notre candidat ». Et ça va, ça non, mais peut ça, c'est de la tambouille politicienne. Au mieux se terminer comme ça pour lui. Voilà. Et je pense que c'est presque un peu choquant, pardon. J'aimerais que vous écoutiez, lors de sa démission, Emmanuel Macron dit une petite phrase. Il donne l'explication, en l'occurrence, de sa démission, hein, non pas de son ambition, mais en tout cas eh bien, du bilan qu'il tire de l'action politique. On l'écoute et on en reparle, bien sûr. J'ai cependant touché du doigt les limites de notre système politique. Il pousse à des compromis de dernière minute, car le travail d'explication est rarement mené. Il fait la part belle aux peurs des uns et des autres, à défaut d'avoir construit un consensus idéologique et de fond. Il produit des solutions imparfaites et fait trop souvent abstraction de la simple réalité. Toutes ces limites ont construit notre impuissance collective et le fait que nous ne puissions pas aller plus loin. Oui, en fait, le constat, Dominique, c'est que dans le fond, qu'il fait la critique de cette fausse division entre la gauche et la droite. Et pour exemple, sa loi Macron, la droite était idéologiquement d'accord et elle n'a pas voté pour sa loi. Est-ce que ça, cette fausse division de la classe politique est une réalité contre laquelle il peut s'en émouvoir aujourd'hui? L'extrait qu'on a entendu n'était pas tout à fait à l'avantage de l'orateur parce qu'il a commencé par se plaindre de l'existence de compromis pour ensuite blâmer l'absence de consensus. Oui. Bon, c'était quand même un peu curieux comme type de raisonnement. Je ne sais pas si le discours a été bien préparé. Sur ce passage-là, en tout cas, ça ne tient pas beaucoup. Ensuite... C'est deux choses peut-être distinctes. Je veux dire, le compromis est plus facile que le consensus. Et dans l'état actuel des choses, si nous arrivons à un compromis, c'est déjà pas mal. Après, avoir établi un consensus, en général, on arrive à un compromis. Je ne sais pas. En tout cas, je crois que le consensus est plus difficile que le compromis. Donc, commençons par avoir des compromis et puis après, on verra si on va jusqu'au consensus. Mais après, ce qui me frappe, c'est que si c'est le clivage gauche-droite... moi, j'ai compris il le dit beaucoup. L'élection présidentielle consacre ce clivage. Et donc, on sait tous, tout le monde sait, les gens qui nous écoutent savent ça. L'élection présidentielle étant à 2 tours, normalement, doit déboucher ce qui ne sera pas vraisemblablement le résultat en 2017, sur un candidat de gauche et un candidat de droite, et fabriquer, réaffirmer l'existence de ce clivage en France, en tout cas architecturer ce clivage, qui est en effet une réalité, parce que ce ne sont pas des choses qui ont tout à fait disparu, c'est sensibilisé là, mais qui ne font plus vivre le pays dans sa profondeur. Il y a d'autres clivages qui le font vivre, on le sait, fermé, ouvert, peur du monde ou bien plutôt vision optimiste de l'avenir, mais ça ne s'incarne pas dans la gauche et la droite, qui sont partagées elles-mêmes chacune par ces deux divisions. Il y a à droite des gens qui ont peur du monde, d'autres qui ont confiance, à gauche aussi. C'est ça qui aujourd'hui ne va pas bien. Mais c'est précisément, moi je dis vraiment, honnêtement, je dirais, si Emmanuel Macron voulait dire une chose vraiment significative, il dirait: je veux me battre pour supprimer l'élection présidentielle. Là, ça aurait du sens par rapport à la contestation du clivage gauche-droite. Mais si c'est pour dire je me présente à l'élection qui le consacre, il y a une contradiction. D'accord. Jean-Marie? Non, je souscris tout à fait à ce que dit Dominique. Mais pas Roland, visiblement. Non, parce que je reviendrai d'un mot sur la trahison, mais il y a régulièrement dans notre univers politique des personnages de cette nature qui surgissent sur le même discours, soi-disant anti-système, quand on est soi-même un pur produit du système, et qu'on veut balayer le clivage de droite. Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui était armé d'une réflexion intellectuelle moderne, qui incarnait une forme de modernisme. Mais qui n'était pas candidat à la présidentielle. Et Michel Jobert, qui a voulu être ailleurs et qui n'a été nulle part. Alors, on est obligé de rendre cette première partie. On va continuer parce que Roland voudrait vous répondre. On se retrouve dans quelques instants après un flash d'information. À tout de suite. Je l'ai dit.
revoir.